Amis d'Evenu TV, bonjour et merci d'être avec nous pour cet autre numéro des grandes questions de l'actualité. Invité de cette édition, Oulaye Hubert Makatur, professeur agrégé de droit public et des sciences politiques à la faculté des droits de l'Université d'Abidjan. Oulaye Hubert, natif de la ville de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est surtout connu pour ses activités politiques. Militant du FPI, il est à nouveau le président du comité de contrôle de cette formation politique du président Laurent Gbagbo depuis le dernier congrès tenu à Mosou. Il a été de tous les gouvernements du président Laurent Gbagbo depuis 2002 jusqu'à 2010 et il a longuement occupé le ministère de la fonction publique. Mais Oulaye Hubert a également été ministre de la communication. C'est bien ça, monsieur le ministre? Oui, un intermédiaire. Un intermédiaire, d'accord. Merci d'avoir accepté d'évoquer avec nous et pour nos téléspectateurs, bien sûr, les principales questions de l'actualité du moment en Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, monsieur le ministre, dites-nous comment est-ce que vous allez? Ben, je me porte globalement bien. D'accord, voilà. Et vous aviez repris les cours à l'université? Oui, j'ai repris les cours. Oh, logiquement, on devait terminer à la fin de ce mois, mais avec la série de grèves qui se poursuit, il y a une coupure, donc nous sommes en attente. Les choses se passent très bien. Mais ça va. D'accord. Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est le 19 septembre 2018. Quel mot vous vient à l'esprit à ce 16e, quel mot vous vient à l'esprit évidemment pour évoquer ce 16e anniversaire de ce que vous savez ici? Oh, vous savez, quand on évoque le 19 septembre, il n'y a pas qu'un seul mot, il y en a beaucoup. Mais je dirais simplement horreur, tristesse, voilà quelques mots, parce que ça a été une date fatidique pour notre pays. Nous avons perdu ce jour-là un ami très cher, un collègue, le ministre d'État Boga Doudou. Et depuis cette date, la Côte d'Ivoire est plongée dans une crise dont on pense qu'elle s'est terminée le 11 avril, mais à mon sens, qui se poursuit encore, parce que nous sommes dans les suites qui n'en finissent pas. Depuis 2011, on aurait pu penser que la Côte d'Ivoire renouait avec la paix, malheureusement. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit des uns et des autres est encore sous stress. Est-ce qu'on va en finir un jour? C'est ce que chacun se dit. Est-ce qu'à cette date-là, vous qui êtes les proches du président Laurent Gbagbo, vous vous êtes parlé, vous vous êtes souvenu d'une manière ou d'une autre de cette journée-là, aujourd'hui particulièrement? Non, moi je n'en ai pas parlé avec qui que ce soit. D'accord. Bon, vous savez, hein, avec le temps, il y a des choses qu'on oublie, même les plus difficiles, auxquelles on ne pense pas. Et c'est vous, c'est les journalistes qui nous rappellent d'ailleurs que nous sommes à l'anniversaire d'une date bonne ou mauvaise. Et à ce moment-là, bien sûr, on évoque certains moments difficiles qui se sont passés. 16 ans après, nous sommes à la phase de réconciliation des Ivoiriens. Quel est votre regard sur cette étape de la vie de la nation qui est véritablement une préoccupation pour le gouvernement actuel? Comme vous avez dit, réconciliation, j'ai quelque peu tiqué parce que pour moi, nous ne sommes pas dans la réconciliation. C'est vrai, il y a eu le mois dernier, à la surprise générale, deux décisions prises par ordonnance par le chef de l'État qui ont permis la libération des prisonniers civils, mais pas militaires, et qui ont annoncé aussi que la commission électorale indépendante, qui est au centre de beaucoup de choses mauvaises dans ce pays, allait être réformée. Bien. Au niveau du Front populaire ivoirien, nous,
Nous avons accueilli cela, bien sûr, parce que nos camarades, injustement incarcérés, sont sortis de prison. Ceux qui sont en exil vont arriver. Vous aussi, vous bénéficiez de la mesure, parce que vous étiez aussi condamné. Oui, oui, parce que tous étaient accusés sans savoir au jour d'aujourd'hui ce que nous avons fait. Mais il est toujours bon de savoir qu'on est libéré. Donc c'est une décision que nous avons saluée et nous avions pensé qu'elle était un peu le prélude de l'engagement d'une véritable démarche de réconciliation. Mais ce que nous voyons ressemble à ce que nous avons déjà vu. Parce que la libération des prisonniers, ce n'est pas seulement le mois dernier. Il y a eu la libération à l'époque de Afin Guessan, de Sangaré, enfin, de pas mal de nos camarades incarcérés. Mais la réconciliation n'est pas venue avec. Oui, mais qu'est-ce qu'on devait entendre pour vous par réconciliation? Qu'est-ce qu'on devait entendre? Eh bien, pour moi, par réconciliation, d'abord, si nous restons dans le cadre de l'ordonnance, la réconciliation, d'abord, c'est d'en finir avec les emprisonnements injustifiés. Or, ici, l'ordonnance a été prise et n'est applicable qu'aux seuls prisonniers civils. Pourquoi les militaires ne sont pas concernés? Il s'agit de la même crise, il s'agit d'acteurs de la crise, mais d'acteurs indirects, puisque les militaires sont commis à quelque chose par un civil. Alors comment on peut libérer des civils, on peut garder des militaires? En tout cas, l'esprit pour nous devait être la libération de tout le monde, pour que enfin, nous ayons effacé toutes les traces de cette crise douloureuse qui a frappé la Côte d'Ivoire et qu'on se dise, bon, pourquoi il y a eu cette crise? Que faire pour qu'elle voilà, qu'elle ne on n'en ait plus d'autres? Ce qui appelle donc que les Ivoiriens s'asseyent autour de leurs problèmes. Mais est-ce que vous avez évoqué au gouvernement? Oh là là. Parce que le tout n'est pas de rester et de penser. Là, je vais vous dire, depuis 2011, le Front populaire ivoirien a déposé un mémorandum autour duquel la réconciliation devait pouvoir être enclenchée. Nous avions posé tous les problèmes. La libération des prisonniers, la question même de la CEI qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que même aujourd'hui on condamne la Côte d'Ivoire. Nous avons posé le problème depuis 2011. Et nous avons indiqué les voies et moyens selon lesquels, et selon nous, cette réconciliation pouvait être. Nous n'avons pas été écoutés. On s'est contenté au niveau du pouvoir, à certains moments, de libérer quelques prisonniers, et puis de dire, bon, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Mais la paix, ce n'est pas cela, la paix. La paix en Côte d'Ivoire, c'est la libération des prisonniers. C'est les victimes à prendre en compte. C'est je veux dire, le courage, n'est-ce pas, de s'asseoir et de faire en sorte que les Ivoiriens se tapent la poitrine pour dire ça c'est de ma faute, ça c'est de la faute de l'autre, que faisons-nous pour avancer? C'est cela. Mais quelle réconciliation peut-il y avoir lorsque les protagonistes, un des protagonistes a subi les foudres de celui qui a été vainqueur par les armes et qu'il voit tous ses amis se retrouver dans les geôles à la suite de décisions injustes. Oui, mais il se trouve qu'il s'est dit aussi victime de votre passage au pouvoir. Oui. Donc, quelque part victime. Alors, ce que nous appelons donc était justifié, c'est-à-dire que nous nous asseyions autour d'une table pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce que vous ne le faites pas d'une manière ou d'une autre avec Pascal Afin Guessan?
Même si... non, il ne faut pas mélanger les choses. Si vous voulez, tout à l'heure, nous pourrons parler de Pascal Affi N'Guessan. Oui, ce dont on parle, attendez, ce dont on parle, c'est de la réconciliation entre des Ivoiriens. Autour d'un événement grave qui a frappé la Côte d'Ivoire et qui a fait près de 16 000 morts. Ce n'est pas 3 000 morts, hein, c'est 16 000 morts. Sur quelle base Sur la base du rapport de la CDVR, de Charles Konambadi. Donc, nous n'inventons rien. Vous voyez? Alors, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas comparable avec l'histoire de Affi N'Guessan. Non, vous avez dit depuis 2011, vous aviez déposé un mémorandum. Oui. Donc, je suppose que jusqu'à en 2011, Pascal Affi N'Guessan était encore le président de façon unanime de tout le FPI. Donc, ce sont ces points certainement qu'il continue d'évoquer avec le pouvoir. C'est ce que je vais dire, en fait. Je ne sais pas si lui, il évoque ces points, mais toujours est-il que le constat que nous faisons, nous nous considérons comme les victimes de cette crise post-électorale. Mais c'est nous qui disons, asseyons-nous pour parler. Vous voyez? Alors que logiquement, c'est celui qui est vainqueur qui doit dire, bon, écoutez, venez, moi je suis là déjà, mais venez, on va voir comment on peut régler ce qui n'a pas été réglé et qui nous a conduit à ces extrémités. Vous voyez? Mais nous demandons depuis. Vous voyez? Mais on aurait pu. C'est pas parce que vous n'avez pas le choix aussi, c'est ça. Parce que vous êtes, mais si on n'a pas le choix, on peut ne pas demander. Non. Je vais vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si au Front populaire ivoirien, nous étions si acculés que ça, ce n'est pas la réconciliation que nous aurions demandé. C'est comme le reste, comme le souhaite le pouvoir. C'est un pardon que nous serions allés faire. Demander pardon. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ce que le pouvoir attendait de notre part, mais qui n'a pas eu. Nous disons pas de pardon, mais réconciliation sur la base de la vérité. Pour que demain, plus jamais cela. Mais si nous fermons les yeux sur ce qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans un tel gouffre, et demain ça va recommencer. Ceux qui sont à la base, ou ceux qui, au cours de cette crise, ont commis les pires exactions, si on ne les indexe pas, il y a un problème. Ce serait l'impunité totale. Or, aujourd'hui, on dit qu'on punit, hein, on dit mais qui doit les indexer, justement? Qui doit les indexer? C'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut se réconcilier, il faut qu'elle ait le courage de reconnaître, n'est-ce pas, qu'il y a eu des extrémités qui ont été vécues, et cela mérite qu'on y mette le doigt, qu'on ne passe pas cela sous silence. Ce serait regrettable. Or, cela est possible. Cela est possible. Nous le demandons et nous n'avons pas peur de le demander. Si c'est nous, bien, on verra. Mais si c'est les autres, il faut qu'ils aient le courage de le reconnaître, de se repentir, et alors on va au pardon. Mais on ne peut pas nous dire, oui, c'est vous seul, c'est vous qui êtes à la base de la crise. Mais comment? Nous, on était là et on nous a attaqués. Est-ce a dit que cela pourrait être un point de vos chantiers au cas où vous revenez aux affaires? Non, la réconciliation pour nous est nécessaire à la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont fausses d'ailleurs, mais qui ont servi de base à mettre en conflit des communautés, qui ont servi de base à des tueries, à l'exil et tout cela. Si nous ne faisons rien de ce point de vue, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va prendre le pas, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Or, à partir du moment où vous prenez la décision de vous asseoir pour nettoyer toutes les saletés qui ont été causées à un moment donné dans votre histoire, alors on pense plus à l'avenir qu'à ce qu'on a subi. Et c'est pour ça que pour nous, la réconciliation est un pan important de notre programme politique aujourd'hui.
Si vous allez en 1990, nous n'avions pas la réconciliation comme un élément de notre programme. Mais aujourd'hui, nécessairement, c'est un point important. Justement, comme nous parlons de réconciliation, qu'en est-il de la crise qui secoue votre parti? Parce que là aussi, il y a un manque de réconciliation. Non, à un stade le problème qui secoue notre parti n'est pas un problème de réconciliation. Vous adressez au ministre Oulaye, qui se trouve être le président du comité de contrôle. C'est l'une des plus grosses victimes de cette crise. Et qui a été l'une des victimes d'ailleurs de cette crise interne. Simplement parce que nous avons fait notre travail. Notre camarade Afin Guessan, qui à l'époque était le président du parti, ne voulait pas d'adversaire. Il ne voulait pas avoir d'adversaire. À l'occasion du congrès, du 4e congrès ordinaire qui devait se tenir. Or, il se trouve que le président Laurent Gbagbo, qui est toujours d'ailleurs à La Haye, qui est détenu à La Haye de façon injuste, a accepté à la demande de certains militants de reprendre la tête du parti. Il se trouve qu'au moment où cela se fait, au sein du parti, il y a des conflits entre le président Afi, à l'époque, et un certain nombre de cadres. Il avait même pris des mesures pour soit exclure, soit rétrograder un certain nombre. Et c'est nous, au niveau du comité de contrôle, qui lui avons dit qu'il n'avait pas cette possibilité, que nos textes ne le lui permettaient pas, et qu'il fallait revenir. Lorsque cette phase a été réglée, on est passé à la phase de l'élection. Bon, il est normal que M. Afin Guessan cherche à se renouveler à la tête du Front populaire ivoirien. Mais il est normal aussi qu'un autre militant de ce parti, fût-il en prison, comme c'était le cas en l'occurrence du président Laurent Gbagbo, soit également candidat. Et pour faire court, nous avons reçu les 2 candidatures et nous avons validé les 2 candidatures. Il y a qu'il doutait de l'authenticité. Oui, mais il n'a pas à douter. Il n'a pas à douter. Le comité de contrôle est l'organe qui tranche. Quel que soit le doute, lorsque le comité de contrôle a tranché, c'est tranché. Voilà. Donc, alors, cela ne lui a pas convenu et il a fait reporter le congrès. Vous voyez? Ça, c'est un refus de la démocratie. De la part du président d'un parti qui se réclame fondamentalement un parti démocratique, ça, c'est même pas une erreur, c'est une faute grave. C'est inadmissible que de refuser cela. D'abord de refuser une décision d'un organe central du parti. Il est un militant comme les autres, même s'il est président. Il ne peut pas dire que lui, il refuse d'accepter la décision du comité de contrôle. Ça, c'est évident. C'est comme si aujourd'hui, on dit la Cour suprême, ou bien le Conseil constitutionnel décide, et puis on dit non, non, moi, je ne veux pas. Voilà le problème. Et les conflits partent de là. Alors, c'est l'épisode, si vous voulez, c'est la base du conflit. C'est la base du conflit. Et donc, il fait reporter. Et les militants disent, pas question, nous faisons notre congrès. Et ce congrès a lieu, difficilement, mais il a lieu. Il a lieu et il porte à la tête du parti le président Laurent Gbagbo, qui est toujours détenu à La Haye, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons qui leur conviennent, mais qui le porte à la tête. Et qui exclut en même temps, pour indiscipline, pour défaillance, le président Afin Guessan, n'est-ce pas, du parti. Voilà la situation. Vous voyez? Donc, il y a une décision du parti qui a été prise contre lui. Il ne s'agit pas d'une rivalité. C'est vrai, il y a une rivalité, mais il y a une décision. Oui, mais et aujourd'hui, au nom de la réconciliation, vous pouvez quand même... mais Afin Guessan sait comment on fait. S'il a l'intention de faire une réconciliation, il connaît la voie pour revenir au niveau du parti, et puis on verra.
Nous n'avons pas peur de la réconciliation. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour l'encourager? Nous n'avons pas à l'encourager. Nous n'avons pas à encourager Afin Guessan. Afin Guessan était président du parti, donc le premier responsable. Afin Guessan n'est pas un militant de base. Vous comprenez? Oui, voilà. Mais il n'y a que cette crise vient de voir le départ de certains de vos cadres. Est-ce que vous n'aviez pas peur que le ministre Alci Djedje notamment? Est-ce que vous n'aviez pas peur de ce que voilà, cette crise vous fragilise davantage voilà. Parce que plus est perdu, cette crise nous a fragilisés au départ. Elle nous a sérieusement fragilisés. Parce que les militants, enthousiastes à la sortie de prison de Afi, ont été surpris par la volte-face politique qu'il leur a montré. Ils ont été encore plus surpris de voir le comportement antidémocratique qu'il a adopté. Et finalement, lorsqu'on a compris que M. Afi était dans une logique, en réalité, de collaboration avec le pouvoir, les militants ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités. Et donc, nous disons, écoutez, si lui a fait un choix, qui est un choix politique, nous devons faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire protéger le parti, nous battre. Et le président Sangaré, je me souviens encore, nous sortions d'une audience de justice où M. Afi nous avait convoqués, il nous a tellement convoqués, et où il a eu raison, hein, selon la justice des vainqueurs. Le président Sangaré a dit, ok, nous, notre légalité n'est pas la légalité de collaboration, mais c'est une légalité de terrain. C'est le terrain qui tranche en politique. Ce n'est pas la loi. Et nous sommes allés dans cette direction. Nous n'avons pas cherché noise à M. Afi. Aujourd'hui, vous le constatez vous-même, le Front populaire ivoirien a retrouvé toutes ses marques. Et bientôt, sur la question du logo, n'est-ce pas, que brandit M. Afi, nous allons avoir une décision depuis Paris, puisque ici les tribunaux se sont déclarés incompétents. Mais on va avoir une décision qui ne peut aller que dans le sens. Le procès a-t-il déjà lieu? Le procès a lieu à Paris. Il a lieu à Paris. Et donc, ce procès, nous en attendons, en tout cas nous, qu'une décision positive. Et il ne peut pas en être autrement. Donc, voilà pour ce qui est d'Afi. Alors, Afi, nous ne refusons pas que Afi vienne au FPI. Il est un militant. D'ailleurs, c'est le seul qui a été exclu. Tous les autres, parler d'Alci Djedje, ils n'ont jamais été exclus. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. En ne venant pas à nos instances, ils se sont exclus d'eux-mêmes. Et donc, comment vous aviez accueilli ce rapprochement d'Alci Djedje, qui est l'un des vôtres, avec le camp Ouattara, enfin avec le RHGP, si on peut... C'est un non-événement. C'est un non-événement. Je vous dis pourquoi. D'abord, Alci Djedje est parti avec Afi. Je suis étonné aujourd'hui que ce camarade, qui est parti volontairement avec Afi, décide de quitter Afi pour créer un autre parti. Donc il y a un problème là. Il y a un problème. Bon. Maintenant, comment nous voyons ça? Quand je dis c'est un non-événement, vous savez, je reviens à ce qui importe en politique. En politique, ce qui importe, c'est qu'est-ce que vous valez sur le terrain. Vous voyez? Que vaut Afi aujourd'hui sur le terrain? Que vaut Alci Djedje sur le terrain? Alci Djedje est allé aux élections comme candidat aux élections législatives, candidat à Gagnoa. Le score qu'il a eu, c'est un score qui est tellement minable que je ne veux même pas en parler. Mais je veux dire par là que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on nous dit, oui, mais si Afi était là, oui, nous ne refusons pas Afi. Il n'appartient qu'à Afi de faire les démarches qu'il faut.
AFI détient de façon illégale le parti du président Laurent Gbagbo contre l'avis des militants, puisqu'un congrès s'est prononcé là-dessus. C'est à lui de le comprendre et de faire les démarches qu'il faut, n'est-ce pas, pour rentrer à nouveau, peut-être, dans le pardon des militants et peut-être par la suite l'estime. Mais s'il estime qu'il a raison, le temps nous le dira. Vous pouvez l'y encourager, monsieur le ministre. La principale actualité en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est le double scrutin municipal et régional du 13 octobre prochain. Le président de la République a rejeté toute réforme de la CEI, comme il avait promis lui-même. Est-ce que vous trouvez impuissant face à cette nouvelle volonté du président Ouattara? Vous savez, le président Ouattara est coutumier au forcing électoral. C'est dommage. C'est dommage. C'est d'ailleurs sur la base d'un forcing électoral que nous nous sommes retrouvés dans la crise post-électorale. Le Conseil constitutionnel ayant tranché, il n'y avait plus rien à faire. On dit non, c'est pas cela, c'est moi. Et ça nous a donné la crise électorale. Par la suite, en 2011, nous avons déposé un mémorandum pour demander que la CEI soit revue et devienne un instrument d'organisation des élections consensuelles. Jamais nous n'avons trouvé un écho favorable à nos demandes, jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons boycotté toutes ces élections. Évidemment, lorsque nous boycottons, cela fait l'affaire de beaucoup d'autres. Nous ne sommes pas sur le terrain. Bon, écoutez, chacun y va et chacun a plus de chance que si on y était. Et donc, je disais à la surprise, le 6 août, nous l'avons écouté, on ne nous a pas raconté. Moi, j'étais devant ma télévision et j'ai bien entendu que le président Ouattara veut désormais réformer cette CEI conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demande que cette CEI soit révisée. Il l'a dit. Donc il reconnaît que cette CEI-là est disqualifiée. Et il a dit qu'il veut désormais des élections inclusives en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la réforme de la CEI qu'il a donc annoncée se fait et nous passons à des élections inclusives. Brusquement, au moment où on s'apprête à se dire, bon, on va nous appeler, on va donner notre façon de voir la CEI, on nous dit non, ce qu'on a dit là, ça ne concerne pas la CEI maintenant. Ça ne concerne pas ces élections. Alors, la conclusion est simple. Ça veut dire que nous voulons organiser ces élections comme on l'a fait par le passé, n'est-ce pas? Avec tous les avantages pour nous et les inconvénients pour ceux qui oseront venir. C'est ce que ça veut dire. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Oui, mais... Alors, nous allons le dénoncer. Nous allons le dénoncer. Nous allons poser des actions. Et nous espérons que ces actions-là amèneront le chef de l'État à comprendre qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que nous passions à une autre phase. Et quelles sont les actions que vous envisagez justement pour... Ces actions-là, on en a fait une le 15, n'est-ce pas? C'est là que nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, au meeting des jeunes. Ils ont prévu d'autres actions pour se faire entendre. D'abord par le premier concerné, qui est le chef de l'État, et par ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire la communauté internationale. Qui d'ailleurs n'est pas dupe. Le dernier rapport de l'Union européenne, il est clair, il est tellement explicite. Ils disent ceci. M. Ouattara est très fort. Il est très fort pour écarter la contestation de ses opposants. Il est très fort. Mais il est très faible politiquement pour accepter le jeu démocratique. Oui, parce que si le jeu est démocratique, M. Ouattara perd. Il ne veut pas. Mais il faut qu'on comprenne que c'est cela la vie. Si vous n'avez pas la faveur
de l'électorat, mais vous devez en tirer les conséquences, vous améliorer et on avance. Dans les pays qui adoptent cette attitude, mais c'est la paix. Quand il y a les élections, il n'y a pas de stress. Monsieur le ministre, je veux comprendre quelque chose. Votre parti, notamment le camp Sangaré, si je peux appeler comme ça, avait dit que vous aviez dit que vous ne participerez à aucune élection tant que le président Laurent Gbagbo serait en prison. Mais aujourd'hui, c'est vous qui, à travers EDS, qui êtes à la tête de la volonté de recomposition de la CEI, du report des municipales. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Mais moi, je ne sais pas, vous avez entendu ça. Le FPI que je connais n'a jamais dit que tant que Gbagbo n'est pas libéré, on n'irait pas aux élections. J'ai eu par exemple à interroger le porte-parole du président Laurent Gbagbo, le ministre Katina, oui, à Paris. Il l'a dit. Non, M. Katina ne peut pas le dire. D'autant plus, moi je vous dis, en 2011 déjà, nous avons déposé un mémorandum dans lequel figurait la réforme de la CEI pour permettre à toutes les forces politiques de participer aux élections. Et dans ce mémorandum, nulle part il est écrit que le Front populaire ivoirien n'irait pas aux élections tant que le président Gbagbo ne serait pas libéré. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si la CEI est réformée demain, après-demain, vous serez au municipal? Mais bien sûr, même là, nous n'avons pas dit que nous n'irons pas aux élections. Nous disons nous voulons y aller. Et il faut réformer cette CEI pour qu'on y aille. C'est ce que nous disons. Il y a une nuance. Pas déposer de candidature. Oui, mais... Pas avec cette CEI. Pas avec cette CEI. Je vous comprends, vous parlez... Voilà, nous disons réformons la CEI pour que nous on y aille. Et donc on reprend tout le processus avec la nouvelle CEI. Mais absolument. D'accord. Okay. Je vous dirais même ceci. Quelle est l'urgence aujourd'hui de ces élections locales? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui pousse? Oui, mais c'est un cycle électoral. Après 5 ans, il faut faire les élections. C'est un cycle. Oui, mais démocratie. On a vu dans ce pays-là. Alors, si on est démocrate, alors allons jusqu'au bout. Nous avons vu dans ce pays des institutions nationales, n'est-ce pas, qui ont atteint la limite, la durée légale de mandat et qui ont été prorogées, sans que ça fasse du mal à la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire traverse une période exceptionnelle. Vous n'allez pas vouloir quand même en période... Mais alors, est-ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire retombe dans ce qui... D'où le respect du cycle électoral et organiser les élections chaque 5 ans. Le respect du cycle électoral, vous savez, sur ces élections-là, le pouvoir a d'abord annoncé qu'elle se ferait après 2020. Personne n'a crié. Moi, je ne sais pas si vous avez eu une réaction d'un parti politique disant « pas question ». Et c'est lui-même qui après se ravise, qui dit, bon, on le fera à cette date. Alors, c'est ça, il faut choisir. Mais je dirais plus, il faut choisir. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons la paix, la réconciliation, ou bien nous choisissons ce qui nous arrange. Parce que là, manifestement, c'est ce qui arrange le pouvoir qu'il choisit. Il sait que s'il force, ce sera des élections non inclusives. Or, ce sont des élections non inclusives qui l'arrangent. Mais est-ce que cela arrange la nation? Est-ce que c'est bon pour la démocratie? C'est cela. Monsieur le ministre, justement, vous parlez des actions que vous allez mener. Vous aviez parlé de celle du samedi dernier à Nono. Justement, à cette étape de votre lutte, l'un de vos cadres, notamment M. Kwa Justin, a lancé des propos qui sont critiqués par beaucoup comme étant une menace au pouvoir. Donc on qualifie même ces propos de guerriers qui vont contre le processus de la réconciliation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques-là? Mais qu'est-ce qu'ils ont reproché à quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a tenu comme quoi ils vont faire porter au président de la République ses habits de deuil. Voilà, c'est des propos qui ont été critiqués comme étant trop guerriers. Il y a aussi l'un des vôtres, le ministre Lida Kwasi, qui a fustigé le fait qu'un Nordi soit candidat chez lui. Tous ces propos ont été qualifiés de des situations qui ont créé des problèmes en Côte d'Ivoire qui reviennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Je ne suis pas d'accord avec. Vous voyez, quand on ne veut pas résoudre un problème, on cherche la petite bête. Qu'est-ce qui a provoqué le meeting
du samedi 15. C'est la situation dont nous parlons. Les volte-face du président. Il dit une chose le matin, le soir il fait autre chose. Alors c'est ça qui révolte. Mais les propos que les gens peuvent tenir à cette occasion, ce sont des propos de révolte. Ils ne les ont pas tenus en dehors de ce cadre-là. Mais il est clair que chacun, au regard de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, que chacun a des sentiments de révolte. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est la position officielle du Front populaire ivoirien? C'est pas cela. Le Front populaire ivoirien dit, asseyons-nous et discutons. Si au cours de cette discussion, il y a des propos guerriers, on verra. Mais on ne peut pas appeler à la discussion et puis faire autre chose. Mais que le pouvoir essaye cela. Ok. Monsieur le ministre, nous allons vers la fin de notre entretien. Mais avant, tout à l'heure, vous parliez de la loi d'amnistie, enfin de la prochaine loi d'amnistie. On espère qu'elle sera une loi très bientôt. Depuis cette décision-là et avec le départ du PDCI du RHDP, on se rend compte que le paysage politique est en train de se recomposer un peu. On vous dit d'ailleurs très proche du PDCI en ce moment. Est-ce que nous ne sommes pas encore en train d'aller vers une alliance contre nature qu'on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire? Bon, prenons les choses par séquence. Le PDCI était membre du RHDP. Ça fait combien d'années? C'est depuis Marcoussi. Donc depuis 2003. Au bout de plus de 10 ans, un divorce intervient suite à une mésentente sur l'alternance au pouvoir. Le PDCI, mécontent, décide de partir. C'est un fait, nous on constate, sur lequel nous n'avons rien à dire. Mais on pourrait vous voir maintenant, marcher avec le PDCI. J'y arrive. Bon, certains parlent à propos de cette éventualité que le FPI et le PDCI puissent marcher ensemble comme étant contre nature. Je me demande sur quelle base. Parce que les alliances, vous savez, il y a des alliances qui sont des alliances stratégiques. Je parle des alliances qui doivent conduire, par exemple, à la formation d'un gouvernement. C'est une alliance fondamentale, stratégique. Ça veut dire que vous vous entendez sur des projets de société, si vous avez des programmes politiques qui sont assez proches, ça c'est une alliance stratégique. Mais il peut y avoir des alliances tactiques. Les alliances tactiques, je veux dire, nous avons aujourd'hui un problème. Les élections prochaines sont des élections qui ressemblent fort à un forcing électoral, avec une CEI décriée, disqualifiée, illégale. Mais nous pouvons nous entendre avec tous ceux qui ne souhaitent pas que cette CEI-là officie à nouveau des élections en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une alliance tactique. Sur cette base-là, nous pouvons nous entendre avec le PDCI ou avec n'importe quel autre, même la société civile. Mais nous avons déjà été dans un front avec le RDR. On l'a déjà été. Pourtant, le RDR, n'est-ce pas, c'est un parti qui se réclame du libéralisme. Nous avons déjà été dans un front. Bon. Donc, ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'impossible que le FPI et le PDCI puissent marcher ensemble. Moi, je dirais même qu'au jour d'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, toute parti politique qui appelle à la vraie réconciliation nationale, qui appelle à une CEI véritable, impartiale, pour l'organisation des élections, nous sommes prêts à marcher avec. Dernière articulation de notre entretien, Monsieur le ministre. Nous avons parlé du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous entendez lui rendre une visite maintenant que vous n'êtes plus en prison? Ben, nous allons voir. Si j'avais cette possibilité, ce serait avec joie que je le ferais. Je ne pouvais pas l'envisager avant l'ordonnance d'amnistie,
Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait possible. Nous allons voir et suivre les premiers moments de la reprise du procès en octobre. Et si ça devait se prolonger, pourquoi pas, nous ferions une demande pour lui rendre visite. Justement, voilà. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce procès avec sa reprise le 1er octobre prochain? Écoutez, moi j'ai écrit un ouvrage sur ce procès. Je pense, et avec le temps étant un second nom de Dieu, chacun découvre les manigances de la Cour pénale internationale. Le titre de l'ouvrage, c'était un ouvrage collectif écrit pendant qu'on était en exil, c'est la CPI, n'est-ce pas, ou l'imposture. Il n'y a rien contre le président Laurent Gbagbo en dehors de la cabale montée par les médias occidentaux à l'époque. En dehors de la cabale, des clichés dont on l'a affublé à l'époque. Mais entre les clichés des médias, je ne dis pas vous faites partie des médias, n'est-ce pas? Et la réalité, la CPI nous a montré qu'il n'y avait rien. Parce que tout ce dont on a parlé, ce monsieur-là, c'est un monstre. Quand on demande aux témoins d'apporter des témoignages, il n'y a absolument rien. Ce sont les témoins eux-mêmes qui disent « Donnez-nous le président, on va partir avec lui ». Comment on peut demander à rentrer avec un monstre? Vous voyez? Donc, il n'y a absolument rien. Et la tournure que prennent les choses au niveau de la CEI, puisque là, c'est un procès d'acquittement hein, qui est intervenu dans le cours de la procédure, moi, je pense que logiquement, il devrait être acquitté, parce qu'il n'y a rien contre lui. Que l'acquittement ne soit pas octroyé maintenant et qu'on poursuive, ce serait répondre à une démarche j'allais dire, ce serait du dilatoire. Parce que depuis le début, il a été question de mettre très loin de la Côte d'Ivoire M. Laurent Gbagbo pour faciliter la gestion de la Côte d'Ivoire par M. Alassane Ouattara. Et avec le temps, chacun a vu où se situe la vérité. Voilà. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'en octobre, finalement, au niveau de la CPI, on nous rendra notre président, n'est-ce pas? Et c'est lui qui pourra faire la réconciliation. C'est celui qui a subi. Il pourrait donc candidat en 2020. C'est ce que vous ça, êtes en je ne train sais de pas. dire. Mais j'ai dit, ce dont je suis sûr, c'est c'est lui qui est en mesure de réconcilier les Ivoiriens. Par le passé, il a posé des actes de réconciliation qui ne sont pas discutables. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a organisé un forum, n'est-ce pas, de réconciliation. Ça n'a pas suffi. Lorsqu'il y a eu l'attaque rebelle, il a accepté d'aller négocier à Marcoussis et il a accepté l'accord de Marcoussis, même si c'était un accord qui lui créait beaucoup de difficultés. Il a accepté. Vous voyez? Donc, ok, nous parlons du président Laurent Gbagbo. Récemment, sa femme est sortie de prison. Vous avez conduit une bonne délégation du peuple ouai à son domicile. À quoi vous vous attendiez et à quoi répondait cette visite? Ben, écoutez, moi-même, j'ai été prisonnier. Moi-même, j'ai subi les affres de la prison. Et cette femme-là a passé 7 années de sa vie en prison pour rien du tout. Pour rien. Voyez-vous, et d'ailleurs dans mon message à cette occasion, j'ai rappelé un élément de son procès à Abidjan, où un prétendu témoin disait qu'il a vu de ses propres yeux Madame la Première Dame en train de distribuer des armes. Mais enfin, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'elle a besoin elle-même d'ouvrir les portes des maisons pour donner des armes aux gens? Vous voyez tout le déroulé. Hein? Et elle a subi cela dans sa chair. Elle a subi cela moralement. Mais en plus, son mari est en prison. Ça fait beaucoup. Et donc, c'est vraiment de façon
unanime et spontané que nous sommes allés, le peuple Way et moi, nous sommes allés pour dire notre compassion, lui dire courage, que nous sommes avec elle, nous sommes avec son mari, et que nous sommes avec la Côte d'Ivoire, qui veut avancer dans la paix et dans la réconciliation. Et c'est le langage d'ailleurs qu'elle tient aujourd'hui. Alors que c'est elle qui devait prendre le sabre et poursuivre tous ceux, n'est-ce pas, qui l'ont mise dans cette situation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus. Amis devenus, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité et prenons rendez-vous pour les prochains numéros des grandes questions de l'actualité.